Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette première conférence thématique du CEDEC, le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. Le sujet dont nous allons parler cet après-midi, c'est celui de la REP bâtiment. Alors la REP, qu'est-ce que c'est? Puisque nous avons dans le public des connaisseurs qui sont là pour ce salon, mais aussi des visiteurs du salon Cyclo, dans le domaine de l'eau. Donc la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Il existe aujourd'hui en France une vingtaine de filières REP, dont la mise en œuvre s'est déjà effectuée dans les années précédentes, comme pour les emballages ménagers, on le sait bien, les piles, le textile ou encore les équipements électriques et électroniques. Depuis la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui date de février 2020, la filière bâtiment est elle aussi soumise à cette obligation et elle est donc en cours de déploiement, cette REP bâtiment. Car chaque année, le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de déchets. C'est beaucoup, et donc 49% de ces déchets qui proviennent de la démolition. Alors le principe de la REP, il est simple et bien connu, c'est celui du pollueur-payeur. Les personnes responsables de la mise sur le marché des produits sont responsables d'assurer la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Le but étant d'inciter à l'éco-conception des produits, mais aussi à la réparation, le réemploi et à réduire les dépôts sauvages, mais on évoquera tous ces sujets. Donc aujourd'hui, les entreprises du bâtiment ont l'obligation d'adhérer à un éco-organisme pour financer et organiser la gestion des déchets issus de ce secteur depuis le début de cette année. Et nous entendrons dans quelques minutes ces éco-organismes qui sont représentés. La mise en œuvre de la REP est l'objet depuis plusieurs mois de négociations entre les éco-organismes et les collectivités, notamment sur les modalités de la mise en place, les modalités de soutien financier et de contractualisation avec les collectivités locales, ainsi que les incidences, c'est inscrit dans le titre, sur les déchetteries. Alors, nous allons reprendre le débat ici pour tenter de mieux comprendre l'actualité et les enjeux de ce sujet. J'arrête de parler, la parole va être à vous. Pour en discuter, nous accueillons Nathalie Bello, chargée de mission économie circulaire à la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est. Merci d'être avec nous. Mélissa Cetinski-Neves, je dis bien Neves comme ça? Merci. Directrice de la CERC Grand Est. La CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Jean-Luc Wiedmann, vice-président de la FFB, Fédération française du bâtiment Grand Est, et président de la FFB Bas-Rhin, si je ne fais pas erreur. Merci. Benoît Planchard, responsable relations institutionnelles d'Eco et Minéraux. Merci aussi. Grégory Antoine, chef de projet Grand Est Île-de-France chez Valobat. Merci d'être avec nous. Hauts-de-France, pourquoi j'ai mis un i? Pardon, ce sera rectifié. Et Fanny Angial, chargée de mission économie, filière bâtiment habitat à l'EMS Eurométropole Strasbourg. Merci beaucoup. Un beau plateau avec des fans, j'ai l'impression. Je vous indique que cette table ronde sera ouverte aux questions du public et nous espérons qu'il y en aura. Donc n'hésitez pas à noter vos interrogations, vos observations et on revient vers vous à la fin de cette séquence pour vous donner la parole. On compte sur vous. Pour commencer, Nathalie Bello, chargée de mission économie circulaire à la DREAL, je reprends. Je me tourne vers vous pour un peu poser le contexte. Alors on parle beaucoup de la création de ces nouvelles REP, notamment celle de la filière bâtiment qui nous réunit. Quel est le cadre, pour poser un peu le sujet, dans lequel s'inscrivent ces nouvelles règles, s'il vous plaît? Oui, alors, pour comprendre la logique de la REP bâtiment que vous avez déjà rappelé en introduction, je voulais quand même rappeler que cette REP, elle a été revue, décidée dans une loi qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et il faut comprendre que cette loi, c'est une loi que moi je nomme systémique, qui montre un changement de paradigme, un changement de cap. L'objectif de cette loi dans laquelle il y a cette REP bâtiment, elle est évidemment, l'objectif est de limiter tout ce qui est déchets, préserver les ressources naturelles et lutter contre le changement climatique et les milieux naturels. Donc, pour ça, il faut mieux produire, mieux consommer, mieux recycler. Et justement, les filières REP vont
apparaissent comme en fait le cœur, le réacteur de la loi. Et c'est ce que vous avez expliqué avec la logique de pollueur-payeur. Donc, l'économie circulaire, il faut penser qu'elle se repose sur 4 piliers, et pour bien comprendre comment va fonctionner la REP. Voilà. Donc, il y a un volet éco-conception en amont, il y a un volet consommation responsable, un volet allongement de la durée de la vie, donc c'est tout ce qui est réemploi, réparation, voilà, et enfin le recyclage. Jusqu'à présent, jusqu'à cette loi, on envisageait souvent l'économie circulaire uniquement sous l'angle du recyclage. Or, il y a voilà, d'autres enjeux, et justement cette filière REP est conçue pour... les filières REP sont revues pour faire prendre en compte tout le cycle de vie d'un produit. Donc effectivement, vous l'avez dit, il y a une vingtaine de filières REP aujourd'hui. La loi AGEC en prévoit 11 nouvelles, dont celle des produits de matériaux et de construction du bâtiment. Par rapport aux REP précédentes, il faut savoir qu'il y a des nouvelles règles qui sont fondamentales. Il y a celle de la gouvernance et des instances de dialogue. Et on verra sûrement dans les témoignages qui vont suivre que c'est ce qui fait aussi l'objet de nombreuses réunions, discussions, négociations, et parfois peut-être des mécontentements. Ces REP, elles sont aussi avec des objectifs chiffrés qui sont revus tous les 5 ans. Jusqu'à présent, les REP, il y avait une obligation du pollueur-payeur, mais il n'y avait pas forcément des objectifs. Là, la loi prévoit des taux, des objectifs à atteindre, qui sont revus tous les 5 ans. Et puis, un autre élément qui est décisif et qui va agir vraiment sur la production, donc l'éco-conception, c'est ce qu'on appelle l'éco-modulation, que vont devoir mettre en œuvre les éco-organismes, qui sont des principes de bonus-malus en fonction du coût et du traitement des déchets. C'est-à-dire que moins un produit sera éco-conçu, compliqué à recycler, plus l'éco-contribution va être élevée. Donc c'est pour favoriser une autre consommation et inciter les producteurs à produire différemment. Alors, pour en revenir aux enjeux pour justement cette filière et les produits de matériaux de construction bâtiment, donc vous les avez rappelés aussi en introduction, mais les grands chiffres pour comprendre, c'est 42 millions de tonnes de déchets rien que pour le secteur du bâtiment. Il y a 50% de ces déchets qui sont ni recyclés ni réutilisés. Et qui deviennent quoi alors qu'ils sont... qui sont enfouis ou qui sont enfouis ou abandonnés, dans des lieux qui ne sont pas prévus pour. Donc il y a les maires, les collectivités connaissent très bien cette problématique. Et puis on arrive à avoir des taux de valorisation très forts sur certains produits, comme par exemple les métaux. On sait qu'on a une valorisation à 80%, et on a des flux de matière comme le plâtre où on est à 16%, et par exemple pour la moquette on est à 2%. Donc il y a toutes des filières à créer, et on doit avoir des objectifs adaptés à chaque flux, quoi. Voilà. Donc au regard de ces chiffres, on a des objectifs. Évidemment, réduire le volume des déchets qui seront non valorisés. Donc valorisés dans le sens utilisés, qui ne partent pas dans des filières de recyclage, mais qui sont valorisés par exemple dans des remblaiements de carrière ou voilà. Donc où on a aussi des recherches avec tout ce qui est substitution de matériaux. Le cercle doit travailler dessus d'ailleurs. On doit favoriser le réemploi et la réutilisation, et on verra au cours des échanges que c'est un enjeu majeur dans les années à venir de rendre réemployables et réutilisables ces produits. Il y a un grand enjeu de lutter contre les dépôts sauvages, qui est un véritable fléau. Améliorer la collecte des déchets, mais par une reprise sans frais des déchets, parce qu'on sait que c'est un des freins. Et du coup, pour ce faire, il faut un maillage pertinent à organiser avec des points de collecte. Et puis, un autre élément phare de la loi qui est en train de se mettre en place, et les textes vont arriver, c'est améliorer la traçabilité des déchets.
Et on imagine que tout ça demande du temps, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts une fois que c'est décidé. Vous nous direz tout à l'heure peut-être un peu plus le calendrier, mais vous vouliez Voilà, préciser. justement, alors pour rappeler comment fonctionne un éco-organisme, justement pour comment la filière REB répond à ces différents enjeux que je viens de donner, c'est que effectivement les metteurs sur le marché, donc on entend par metteurs sur les marchés les producteurs, les distributeurs, pas les artisans. Voilà, c'est vraiment ceux qui distribuent, qui revendent ou qui importent. Voilà, eux financent au niveau de l'éco-contribution, c'est ce qu'on appelle, ils financent un éco-organisme qui est agréé par l'État. Et cet éco-organisme, en fait, récupère, si vous voulez, la responsabilité de tous les producteurs qui cotisent. Donc cette éco-contribution, on a vu qu'elle était modulée en fonction de la qualité des produits et de leur recyclabilité. Et cet éco-organisme, elle a plusieurs missions fortes qu'on pourrait dire, elle doit sensibiliser les acteurs de la filière et donc animer finalement ce réseau. Voilà, elle doit développer tout ce qui est filière de recyclage et de réemploi, et ça la loi prévoit des échéances, des études types, voilà. Et puis doit financer justement le maillage des points de collecte et la reprise des déchets sans frais. Voilà. Et justement, tout ce qui est entreprise, artisan, maître d'œuvre, voilà, eux ont comme mission d'aller déposer dans les points de maillage leurs déchets. Donc ça, c'est pour l'organisation générale de cette REP. Effectivement, les étapes de mise en place, parce que c'est voilà. compliqué. Alors, au niveau du calendrier, je ne vais pas vous lire cette diapositive, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de textes. On a eu cette loi AGEC donc, en 2020. On a eu une série de publications de décrets qui permettent vraiment de comprendre l'organisation. Donc, si vous voulez vraiment vous mettre... voilà, je vous réfère au décret du 31 décembre 2021 qui pose plus en détail ce que je viens de vous rappeler. On a l'arrêté du 10 juin 2022 qui, lui, porte cahier des charges d'agrément des éco-organismes. Donc, on comprend mieux le rôle de coordinateur des éco-organismes. Et puis, on a jusqu'au 2027 pour faire différents agréments des éco-organismes, en sachant qu'il y a eu l'OCAB, le 17 février, qui a été agréé comme organisme coordinateur. On en parlera. Voilà, et qui donc expliquera son travail. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore un élément ? Oui. Oui, évidemment. Voilà. 2027. Il faut savoir que cette REP, effectivement, elle était prévue de se mettre en place 1er janvier 2022. Là, elle est effective depuis le 1er janvier 2023. On a des calendriers qui s'affinent au fur et à mesure en fonction d'une réalité. Voilà. Mais on a quand même des grands repères. Donc, ce maillage territorial, il est progressif. Donc en 2023, on est vraiment dans la préparation du projet. On y reviendra plus tard. En 2025, on doit viser 50% dans chaque région de ce maillage. Et puis en 2027, on devrait arriver à un taux de 100%. Voilà. Et puis, il y a la prise en charge sans frais qui se fait aussi progressivement en fonction des négociations avec les différentes parties prenantes. Voilà. Il y a plusieurs étapes et chacun est tenu de se mettre en marche, même si tout le monde y travaille depuis un moment. Voilà. Je vous laisse terminer. Et je termine juste sur les perspectives du calendrier. Donc, on est vraiment, une fois que... En parallèle de tout ça, donc comme je vous ai dit, l'objectif c'est de viser vraiment le réemploi et de limiter en fait la quantité de déchets. Donc pour limiter la quantité de déchets, il faut allonger la durée de vie des bâtiments en prévoyant leur transformabilité. Donc il y a un enjeu au niveau de la construction du neuf et des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Donc il y a un décret qui est prévu pour juillet 2023 qui va préciser un petit peu ces modalités. Et puis, justement, c'est une très belle opportunité justement pour innover, viser la massification du réemploi. Alors, on est fixé pour
pour 2028, on doit atteindre 5% des matériaux réemployés. Mais justement, un des grands freins de ce réemploi, c'est par rapport à tout ce qui est assurabilité. Et on a des programmes qui se mettent en place dans le cadre de France 2030, soutenus par l'ADEME. Et on a ce grand projet Spirou, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir les uns et les autres aux éléments qui sont donnés. Mélissa Setansky-Neves, on l'a introduit tout à l'heure, vous représentez la CERC, la cellule économique régionale de la construction. Est-ce que vous pouvez nous détailler le rôle de cette structure qui est avant tout un observatoire, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Donc, bonjour, merci. Donc, la CERC, c'est effectivement un observatoire de la construction au niveau régional. Et nous, notre singularité, on est une association, mais c'est qu'on regroupe en fait l'ensemble des organisations professionnelles de la construction en région et l'État avec l'ADREAL qui sont fondateurs en fait de notre association. Sur nos missions, en fait, nous, on est principalement sur de l'étude, sur de l'animation territoriale. Et on a vraiment une transversalité des analyses sur tous les sujets de la construction. Donc sur le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, donc nous, la CERC, on a travaillé déjà à l'élaboration du plan régional de gestion des déchets, en fait sur le diagnostic de base. Et ensuite, on a été donc un catalyseur, un coordinateur, un animateur sur la convention économie circulaire qui a été signée en Grand Est en première nationale. D'accord. Entre l'État, la région et les entreprises, c'est ça du secteur? Oui, c'est ça, les organisations professionnelles. Donc sur les enjeux, contexte de cette convention, je le disais avant, je parlais des différents schémas. En fait, dans l'élaboration des différents schémas régionaux, que ce soit donc le PRPGD, alors j'ai mes acronymes, le plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ou le schéma régional d'aménagement et de développement durable d'égalité des territoires, donc le SRADET. Je ne les avais pas non plus. Voilà, c'est pour ça que je les ai notés. Donc dans tous ces schémas-là, finalement, c'est de se rendre compte que dans la gestion des déchets, le secteur BTP est identifié comme un enjeu fort, puisque les déchets du BTP constituent la principale partie de production de déchets. Donc en fait, autour de cette convention, c'est que tout le monde a eu cette prise de conscience en fait des acteurs, que ce soit pro-institutionnels ou de l'État, et la volonté de s'inscrire dans une démarche proactive pour accompagner les mutations économiques, sociales, environnementales qui sont inhérentes, et Nathalie l'a dit, à cette nouvelle économie finalement. L'économie circulaire est nouvelle et donc on va vraiment vers un changement de paradigme. Donc c'est déjà de tous se mettre d'accord et de se dire il y a une nécessité et un réel intérêt de valoriser les déchets de chantier sous forme de ressources secondaires finalement pour éviter d'aller prendre des matériaux naturels en fait. Donc l'économie circulaire, là-dedans, dans ce contexte-là, est identifiée finalement comme une opportunité. Donc, et c'est ça, je pense que c'est à mettre en avant, c'est de dire que les professionnels ne voient pas un frein ou une nouvelle contrainte, ils le voient comme une opportunité de développement. Et c'est sans doute une nouvelle philosophie, effectivement, Tout à fait. À insuffler. Tout à fait. Et donc, comme je suis spécialiste des chiffres, je vous en ai quand même mis quelques-uns. Merci, on avait envie de chiffres. Donc, sur les chiffres, et c'est très rapidement, donc je le disais, le secteur BTP, il est important, et donc dans les déchets produits, le secteur BTP représente 70% des déchets produits, donc qui proviennent du secteur construction, voilà, et en Grand Est, bien sûr. Oui. Et selon les dernières données de l'Observatoire régional
des déchets du BTP. C'est le seul secteur bâtiment représente donc 3,5 millions de tonnes de déchets produits, dont 73% sont des déchets inertes. Donc là, c'est pour poser un peu le contexte par rapport aux enjeux. Les enjeux de tout ce qu'il y aura à recycler après. C'est ça. Donc cette convention dont vous parliez tout à l'heure, vous voulez nous la détailler un peu ? Oui, voilà. Donc, sur les objectifs de cette convention, donc je l'ai dit, c'est une première nationale. Elle a été signée donc le 25 octobre 2022 par l'État, donc la région Grand Est et les organisations professionnelles que sont donc la Fédération régionale des travaux publics Grand Est, la Fédération du bâtiment Grand Est, la CAPEB Grand Est et l'Union nationale des industries des carrières et matériaux et également en Grand Est. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fédéré, cette convention a fédéré tout le monde. Et les objectifs, en fait, c'est surtout informer, valoriser, déployer les bonnes pratiques, mais aussi se questionner et donner la possibilité, en fait, d'orienter les actions qui sont jugées prioritaires. En fait, il y a vraiment un suivi qui est avec cette convention, qui est donc réalisée par la CERC, le suivi. C'est 32 indicateurs. Et donc, on se donne la possibilité, dans le cadre de COPIL ou de réorienter nos choix, de voir ce qui marche bien, de voir les leviers, de voir les freins aussi, et d'orienter en fonction de ça. Mais tout en gardant l'idée qu'il y a une volonté d'accompagner, en fait, la transition vers cette économie nouvelle. Et du coup, cette convention, dans le contexte plus particulier de la REP, donc quand on a écrit cette convention, pensé cette convention, on avait déjà mis cette conditionnalité de la REP en disant voilà, si on veut que ça fonctionne, cette économie circulaire sur le territoire, il faut aussi qu'il y ait... c'est en fonction du déploiement de cette REP, tout à fait. Et donc, alors, on a eu un premier COPIL 6 mois après la signature de la convention, pour se dire, bon voilà, quelles sont déjà les choses qui ont fonctionné. Et le sujet, effectivement, du déploiement de la REP a été un axe prioritaire. Et du coup, pour que ça fonctionne, il faut que le maillage, en fait, du déploiement soit efficace. Mais donc moi, je dis efficace. Nathalie a utilisé un autre mot, mais qui était très bien aussi. Donc pour moi, donc ça doit être efficace, mais à la fois en termes de proximité pour la collecte, mais aussi de proximité, parce qu'on parle de réemploi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'il faut aussi une proximité des matériaux, en fait, qui réemployés. Voilà. Et dans le cadre de la REP, il y a une concertation régionale qui a débuté, qui est en cours, en fait, et qui est portée par la région en partenariat donc avec l'OCAB. Et la CERC, là, intervient uniquement sur le technico-économique. Et on cherche à analyser le territoire, d'abord sur un maillage que l'on dit théorique, et aller vers un maillage qui soit pragmatique et qui soit en lien avec les flux, etc. Donc très rapidement, ce sont on va dire, c'est des documents de travail, c'est des analyses qui sont en cours, mais sur les premières réflexions, en tout cas sur les aspects théoriques, au niveau du Grand Est, et en ne tenant compte, on tient compte de la législation, des éléments par rapport au déploiement. Et donc, on a il y a en Grand Est 10 zones d'emploi qui sont identifiées comme zones à faible densité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles ont une densité de population qui est inférieure à la moyenne française, et un poids de la construction qui est inférieur aussi à la moyenne française. France entière, y compris les DROM.
Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Finalement, c'est le point de départ de la théorie, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on regarde en tout cas. Et ensuite, ça va plus passer. Alors, est-ce qu'il y en a une dernière qui passe? Voilà. Alors, je l'ai bien mis, c'est en document de travail, hein, parce que les analyses théoriques sont en cours, parce que ces documents, ils sont basés sur des hypothèses qui sont fortes, et c'est parce qu'on veut vraiment être sur le théorique de, voilà, si on prend toutes ces conditions, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, on va aller regarder de plus près sur les zones d'emploi, on va regarder, nous, de façon un petit peu économique, qu'est-ce qui se passe en termes de flux, qu'est-ce qui se passe en termes d'activité sur la construction, d'activité sur la rénovation, etc. etc. Donc c'est une cartographie voilà, qui sont faites sur des isodistances, donc c'est des distances par la route, et en fonction de la cartographie d'avant, du maillage entre les 10 et 20 km. D'accord. Et donc sur cette concertation, finalement, on part de ces éléments théoriques, et l'intérêt, c'est en fait de les questionner, de dire, bon voilà, est-ce que réellement ce maillage 10-20 sur cet endroit, il est suffisant? Est-ce que même si je considère que, on voit sur la diapo d'avant, si je considère que ici, ma carte est colorée, est-ce que c'est suffisant? Parce que sur les cartographies, on peut avoir voilà, des carrières ou des choses comme ça qui accueillent des déchets inertes, mais pas forcément tous les déchets, etc. Enfin, c'est vraiment aller dans ce pragmatique. Ce détail. Oui, tout à fait. Et donc la seconde phase de la concertation, elle se fait à partir de l'analyse d'indicateurs technico-économiques, comme je le disais, sur la dynamique de la construction, etc., etc., et les flux. Merci. Voilà. Et les membres partenaires qu'on peut laisser un petit peu quelques secondes pour regarder, pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup, Mélissa Setinski-Neves. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Wiedemann, parce que vous représentez la filière du bâtiment. On évoquait cette convention qui a été mise en place entre la région et les structures régionales du BTP. Alors justement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour accompagner vos membres par rapport à la mise en place de cette convention, de cette REP? Il y a beaucoup d'enjeux pour vous et vos membres. Oui, bien sûr. Donc, en signant cette convention, on s'est engagé à mobiliser toutes nos ressources pour informer, accompagner nos membres. Donc, on travaille déjà depuis bon nombre d'années sur plusieurs axes, hein, donc, notamment la RSE, hein, donc la responsabilité sociétale des entreprises, où on a fait à peu près 224 réunions. Votre micro bien devant la bouche, s'il vous plaît, je vous embête. C'est parfait. Pour la RSE, les employeurs peuvent se diriger vers 4 axes, dont par exemple préserver l'environnement, l'employeur responsable, et ainsi de suite. En ce qui concerne la REP, donc on a déjà mis des webinaires en place dans ce rôle-là. On fait des enquêtes annuelles de branche, on a fait des kits de sensibilisation pour les compagnons du chantier, pour le triage des différents déchets. On fait des guides d'information sur la réglementation et les bonnes pratiques, pareil, sur les déchets et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne particulièrement la REP, nous avons déjà fait plusieurs réunions, donc sur 13 notamment, sur tous les différents départements. On a mis en place beaucoup de questions qui sont fréquemment posées, donc on met en place les FAQ. On a fait des webinaires également pour les informer. On a mis en place 6 vidéos de 2 minutes que nos adhérents peuvent regarder, donc spécialement pareil sur la REP. On est en train de mettre des vidéos sur TikTok et sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on n'arrête pas de bouger et d'informer tous nos adhérents par tous les moyens possibles sur ce que représentent ces enjeux.
Et j'ai vu, et vos vidéos sont très bien faites, y compris pour les journalistes, pas que pour vos adhérents. Merci. En tout cas, on imagine que vos adhérents sont demandeurs d'informations parce qu'il va y avoir la mise en place. Quelles sont, vous, vos attentes, vous qui représentez la filière, vis-à-vis de la mise en place de cette REP? Oui, bon, la REP, on y travaille depuis quelques années, hein, bien Oui. sûr, comme tout le monde. Et par contre, nous n'avons pas manqué d'alerter le gouvernement sur la mise en place et les délais de cette REP, surtout à trouver un juste équilibre. Et aujourd'hui, on est un peu embêté puisque la filière de reprise, malheureusement, n'est pas encore trop présente. Ça ne suit pas. C'est un départ un peu plutôt chaotique, hein. Aujourd'hui, on a sur nos factures, depuis le 1er mai, on a une ligne éco-contribution, donc, où nous payons donc pour les déchets. Et en même temps, on paye encore et toujours encore pour la reprise de nos déchets. Donc on paye 2 fois, mais on n'a aucun service en parallèle à ce niveau-là. Si moi, par exemple, dans mon entreprise, hein, mon entreprise est dans le bâtiment, bien sûr, dans la couverture. Si je veux ramener mes déchets, le seul que je travaille à Agno, à Saverne, enfin, peu importe, il faut que j'aille à Vendenheim pour ramener mes déchets. Donc j'ai une filiale pour l'instant. Et tout le monde va être devant la porte et va attendre. Donc on va avoir des coûts encore d'attente et des choses comme ça. Donc normalement on devrait avoir, hein, comme c'est indiqué sur la diapo, 515 points de maillage. Et donc malheureusement ils ne sont pas encore là au jour d'aujourd'hui. On a vu avec Madame Ballot effectivement la progressivité de la mise en place et on imagine qu'au début, il y a effectivement des difficultés pour vous sur le terrain. Je vous laisse terminer. Oui, donc, mais comme toujours, on met les charrues avant les bœufs, hein, ce qui n'est pas juste. Voilà. Donc, on va espérer que le maillage va rapidement se concrétiser. Bon, je pense que Grégory va nous le dire un peu plus tard, et pour qu'on puisse enfin, nous, être satisfaits de cette REP. En ce qui concerne le réemploi, comme vous l'avez dit, bon, ça fait des années qu'on en fait déjà sur certains produits, hein, comme sur les tuiles, ça fait plus de 50 ans qu'on réutilise des tuiles déjà posées, comme des briques ou des choses comme ça. Mais certains articles, malheureusement, on a l'assurabilité, comme vous l'avez dit, hein, puisque tous les artisans du bâtiment doivent une garantie de 10 ans sur leurs ouvrages. Donc, ce n'est pas forcément évident de réemployer tous les produits. Oui, il y a des Voilà. choses à voir, à préciser sur cette partie-là précisément. C'est ça. On y travaille aussi avec les assurances, hein, bien sûr, mais c'est un peu plus compliqué encore. Encore beaucoup de points à lever. C'est C'est bon pour vous au niveau slide. Merci beaucoup. Merci Monsieur Wiedemann. Benoît Planchard, on se tourne vers vous, puisqu'on va les entendre, ces éco-organismes. Donc, vous êtes responsable des relations institutionnelles chez Ecominero. Et on l'a mentionné tout à l'heure, Ecominero, vous venez de prendre la gouvernance de l'organisme coordinateur de la filière des éco-organismes. C'est l'OCAB, le mot qu'on a entendu. En quoi cela consiste, s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis Benoît Planchard pour Ecominero. Et effectivement, je représente, j'ai plus la casquette OCAB que la casquette Ecominero aujourd'hui. Donc moi, là, l'idée de cette présentation, et il y aura peut-être quelques redites par rapport à ce qu'a dit Nathalie dans la présentation, mais bon, comme c'est un sujet qui est suffisamment complexe, c'est bien qu'on puisse répéter plusieurs fois la même chose. De la pédagogie. De la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Donc je vais commencer juste par présenter donc l'OCAB. Hein, donc c'est avec donc, la différence, c'est qu'il y a une autre charte graphique. Du coup, ça permet de différencier un peu les couleurs. Donc l'OCAB, c'est 4 éco-organismes, hein, les 4 éco-organismes de la filière du bâtiment que sont Ecomaison, Ecominero, Valdelia et Valobat. Et en fait, on les range, on les répartit en fonction de 2 catégories. La catégorie 1, qui sont la catégorie des inertes, donc tout ce qui est le gros œuvre, le béton, la chaux, la céramique, le ciment, l'ardoise, la grosse structure du bâtiment.
Donc ça, c'est la catégorie 1 pour Ecominéraux et Valobat. Et catégorie 2, donc c'est le second œuvre, bois, plastique, huisserie, métal. C'est plutôt donc Écomaison, Valdélia et aussi Valobat. Donc, pour revenir un peu plus en détail, l'OCAB, en fait, pourquoi l'OCAB? C'est une très bonne question. Pourquoi l'OCAB? Parce qu'on est quand même 4 éco-organismes qui sont concurrents. On a chacun nos adhérents, chacun nos opérateurs. On a des parts de marché, mais on a été agréé par l'État. On a des missions d'intérêt général. Et certaines missions font qu'on doit être chapeauté par un organisme coordinateur, du coup. Et cet organisme coordinateur pour toutes ces missions d'intérêt général, il a été donc délivré, ça a été dit, le 17 février 2023, jusqu'en fin 2024, donc c'est dans peu de temps. Donc on va devoir être rechallengé. Donc les deux grandes missions principales, elles sont assez simples. Assurer l'équilibrage de la filière, c'est-à-dire que chaque éco-organisme doit reprendre des obligations de collecte en fonction de ses parts de marché. C'est-à-dire que si un éco-organisme a 10% de ses parts de marché, il va s'occuper des points de collecte de 10% des points de collecte, du coup. Et puis des sujets d'intérêt commun, que sont des standards de tri communs à tous, des exigences en matière de traçabilité, le maillage territorial qui fait l'objet en ce moment de pas mal de concertations, la gestion des dépôts sauvages, l'élaboration du contrat type qui sera bientôt opérationnel, hein, on parle de prochaines semaines, et un certain nombre d'études animées avec l'ADEME, comme les critères de décomodulation, la reprise des chantiers ou des substances dangereuses. Et puis il y a des réalisations qui sont déjà opérationnelles, comme les standards de matériaux qui ont été validés par le comité technique opérationnel le mois dernier, je crois. Et puis une cartographie qui est disponible, donc on a vu déjà cette cartographie à l'instant, disponible sur le site de l'OCAB, où on voit l'ensemble des points de collecte qui sont opérationnels ou en cours d'être opérationnels. Donc voilà, moi j'ai pris Strasbourg, alors il y a un peu plus de points du coup, c'est un peu facile, mais donc on voit en fait tous ces points de collecte qui sont en vert. Donc ça veut dire que si vous voulez, vous mettez votre code postal, votre ville, et puis vous dites, bon, moi je suis particulier, je suis professionnel, et en fonction des types de matériaux que vous voulez déposer, vous avez le point de collecte que vous pourrez, avec lequel vous pourrez vous rapprocher pour le déposer. Donc ça, c'est un outil qu'on trouve sur votre site pour tout le oui, monde. n'importe D'accord. qui, ici, là tout de suite. Alors, il est en direct. Il est renouvelé 2 fois par semaine. C'est pour dire qu'en gros, il se réactive Actualisé. très régulièrement. Mmh. Et à ce jour, on a plus de 515. On a 1291 points de collecte opérationnels. Alors effectivement, pour être très franc, il y a beaucoup de gestion de centres de tri, enfin de gestion de plateformes inertes. Mais il se trouve que voilà, il y a quand même 1291 points. Et effectivement, notre objectif fin mars, c'était 515. Hein, et en décembre, ce sera 2400. Et tout peut penser qu'on va atteindre ces 2400 points en 31 décembre, oui. Il y a quand même beaucoup de déchetteries qui nous ferment les portes. Hein. Oui, certaines déchetteries vont fermer leurs portes, mais d'autres vont ouvrir leurs portes justement pour accueillir les... C'est ce qui s'est passé dans l'Oise d'ailleurs. Certaines déchetteries ont fermé leurs portes, mais il y en a eu 4 qui sont ouvertes justement pour contrebalancer la fermeture. Donc l'objectif 2400, si j'ai bien entendu, pour décembre. 2400 points de collecte opérationnels, donc ouverts au 31 décembre. Oui. Et après, il y a encore, c'est le point final En fait, non, c'est pas du tout le point final. Le point final, c'est 2400. C'était une révision du cahier des charges pour rechallenger un peu les éco-organismes. Il y aura peut-être d'autres révisions, mais à date, on a que ce site de 2400. Ce seuil déjà à atteindre. Oui. Ce sera déjà pas mal. C'est ça. Enfin, il faut quand même dire qu'au niveau national, on a 10 000 points potentiels entre les déchetteries publiques. Là, en fait, du coup, c'est une magnifique transition par rapport à ce slide. Entre les déchetteries publiques qui sont autour de 4500, les distributeurs qui sont autour de 4000, les points de reprise pro 500, les centres de traitement inerte 1500, on a un potentiel qui est quand même, on a un maillage existant qui nous permet aussi d'être opérationnel. Ça, c'est toutes les typologies de points. Voilà, c'est toutes les typologies. Alors, je ne sais pas si je parle mieux que... Non, c'est un peu collé là.
C'est bon, les deux sont bien. Donc, ok. Toutes les typologies. Alors, chantier mis à part, parce que la collecte sera gratuite dès lors qu'il y aura 50 mètres cubes de chantier à partir du 1er janvier 2024. La collecte sera gratuite. On peut aussi être point de collecte avec les artisans, les entrepreneurs de travaux, les installateurs, c'est-à-dire un entrepreneur qui a dans un entrepôt qui pourra accueillir un flux ou différents flux pourra être un point de collecte. Il y a aussi donc les points de reprise pro, les distributeurs, et dans toutes ces structures, nous sommes concurrents, nous avons nos propres opérateurs. Et il y a uniquement avec les déchetteries publiques qu'il y a un contrat type collectivité qui est en cours d'être terminé, avec lequel nous sommes unis au sein de l'OCAB. Voilà, et donc les distributeurs, c'est 4000 m² de surface de vente et d'entrepôt. Vous voulez poser une question ? Oui, parce qu'on est en attente aussi également d'une nouvelle convention de tri. Alors que ça fait quand même des années qu'on trie nos déchets. Donc, tant qu'on n'a pas ces documents ou ces infos, on va également nous refuser l'entrée dans les sites. Donc, c'est pour ça que je dis, au jour d'aujourd'hui, nos artisans, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Donc, on paye 2 fois, mais on n'a aucun service. Alors, pour les standards de tri, effectivement, ça a été l'objet de pas mal de concertations avec le comité technique opérationnel. Il se trouve que ça a été adopté. Je vais prendre un exemple il y a eu un mot sémantique qui a été sujet à pas mal de discussions, c'est le mot négligeable. C'est-à-dire que dans une benne, on a une grande majorité d'un flux et parmi ceux-là, il y a une quantité marginale d'un autre flux. Et le mot négligeable a été validé plus qu'à une sorte de tonnage chiffré, justement pour faciliter la tâche des artisans. Il y a une discussion et ça fait partie des standards de collecte qui ont été adoptés. Et concernant la publication, je vais vous dire que ça ne devrait pas tarder, c'est un moindre mot. Je pense qu'on est en termes d'infographie, pour faciliter la compréhension, on est en train de le mettre en ligne. Donc ça devrait être fait tout prochainement. D'accord. Vous vouliez développer un autre point ? Je vous laisse. Non, sur ce slide-là, je crois que c'est bon. Tout simplement dire que voilà, nous, notre objectif, donc, c'est que les points de reprise deviennent des points de maillage. Ça, c'est l'objectif, je dirais, politique en termes de demande du gouvernement. C'est une loi et donc ça a été retranscrit dans les différents décrets que les points de reprise deviennent points de maillage. Alors, juste pour faire une petite définition, quelle est la différence ? Un point de reprise, donc c'est tout ce qu'on a actuellement, c'est dans la grande majorité, c'est un point de collecte qui n'accueille au minimum qu'un seul flux, alors que le point de maillage, ce sont les 6 flux de la REP PMCB. Alors, à chaque fois, j'en oublie un, mais je vais essayer. Donc, c'est le plâtre, le métal, le verre, les inertes, le bois et... Quelqu'un pour... Pardon ? Et le plastique. Pardon, j'avais oublié le plastique. Voilà, comme d'habitude, j'en ai oublié un. Et donc voilà ces 6 flux. Et dans les points de maillage, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on doit accueillir une zone de réemploi. Cette zone de réemploi, elle pourra éventuellement être à proximité immédiate du point de maillage. Et à partir de là, effectivement, on fera une reprise sans frais. Et il faut également y ajouter dans ce point de maillage une zone qui en direction des déchets dangereux du bâtiment, une zone sur 2. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, le point de reprise ou de maillage pourra accueillir aussi bien professionnels que ménagers ou professionnels ou ménagers. Voilà. Et il y a beaucoup de travail, on imagine, pour que ces points de reprise se transforment en points de maillage. Oui, là pour le coup, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail encore. Okay. Donc ça, je ne veux pas faire de redite parce que c'est un peu la même chose. Seulement, là c'est plutôt à la CERC. En tout cas, c'est un sujet qui est commun avec la CERC, c'est-à-dire que les points de maillage, il doit y en avoir tous les 10 ou 20 km, c'est ce qu'on a vu. Dans la grande partie du territoire, on est plutôt sur 10 km au niveau national. 20 km, donc c'est soit les zones rurales, soit les zones rurales et dans lesquelles il y a le secteur de la construction inférieur à la moyenne. Et à partir de là, donc, les déchets dangereux doivent aussi être accueillis sur un point sur 2.
et aussi la zone de réemploi, je l'ai déjà dit. En revanche, ce que je n'ai pas dit, c'est les décisions qui sont à prendre actuellement, ça c'était le texte sur la gauche réglementaire, c'est la loi. À droite, c'est ce qui n'a pas encore été décrété. C'est n'importe quel point de reprise peut devenir ou non point de maillage. Il a totalement la liberté de rester point de reprise. C'est à nous de challenger les points de reprise. Le public qu'il veut choisir, ça on l'a dit, ménage ou professionnel, définir les conditions et modalités d'accès aux points de reprise et ce qu'il veut accueillir ou non un camion plateau, il a le droit de choisir. Et nous, l'OCAB, on se concerte avec les régions pour regarder cartographie par cartographie comment le point de maillage peut être le plus harmonisé possible. Et s'il y a des zones grises, est-ce qu'il est pertinent de créer un point de maillage alors que c'est une zone grise, une zone rurale, une zone naturelle dans laquelle il y a peu d'habitants, notamment une forêt. Voilà, c'est l'objet des concertations actuelles qu'on fait en ce moment. Hier, il y a eu la région Nord, il y a eu la région Centre. Donc, demain, ce matin, il y a eu la région Nouvelle-Aquitaine que j'ai fait ici en visioconférence. Donc voilà, on fait en ce moment pas mal de réunions sur le groupe de travail sur le maillage territorial. D'accord. Et alors, ça, je ne veux pas vous embêter là-dessus parce qu'il est assez technique. C'est en fait les différents leviers de progressivité en fonction du maillage, du niveau de tri, de la reprise sur chantier et le reste à charge du traitement des inertes. Ça a été aussi évoqué un petit peu par Nathalie, mais c'est simplement pour dire que dans la chronologie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, si je prends le niveau de tri, il doit se faire séparément, mais en fonction des remontées de terrain, en fonction du foncier disponible, notamment pour les déchetteries publiques ou les distributeurs, on pourra permettre des collectes en mélange. Collecte en mélange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra mettre par exemple différents types de bois dans la même benne. Un bois de construction, un bois d'ameublement, un bois pour un jouet pourra être mis dans la même benne à partir de 2024. Benne conjointe, on pourra mettre différents types de flux dans une même benne, comme le plastique ou le bois, à partir du moment où ces flux peuvent être différenciés et peuvent avoir le même taux de valorisation. Voilà, et donc aussi une prise en charge résiduelle pour 2025, c'est-à-dire les flux qui ne sont pas inclus dans la les matériaux de construction qui ne sont pas inclus dans la REP PMCB. Ensuite, la reprise sur chantier, avec 50% des coûts de transport qui sont pris en charge en 2024, 80% en 2026. Et concernant les inertes, qui quand même, c'est 75% des déchets du bâtiment. Donc, ça prend plus de temps. Donc, le reste à charge sera de 50% en 2023 et 20% en 2024, avec, on l'espère, 0% en 2025. Et je crois que j'ai fini par une belle carte de France, mais là, ça rejoint les travaux de la CERC, avec les zones 10 km, les zones de 20 km et nos concertations qui nous permettent justement d'affiner cette carte entre donc les 20 zones en bleu, voilà, alors, 10 en orange. c'est ça, si les on zones voit en pas orange bien. donc il faut qu'il y ait un point de maillage tous les 10 km et les zones en bleu, un point de maillage tous les 20 km. Et l'idée, c'est de voir la pertinence de cette carte, voir si ici ou là, au cas par cas, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'affiner cette carte au niveau territorial avec les remontées des concertations sur le terrain. Et vous y travaillez jusqu'en 2024 pour vous et après un autre On y à la travaille tête tout de le temps. l'OCAB. On y travaille là actuellement vraiment de Beaucoup manière de assez défis. défi parce qu'on a un rendu qui doit être fait d'ici le mois d'août prochain vis-à-vis de l'État. Mais on va continuer à y travailler, oui. Merci beaucoup Benoît Planchard. Autre point de vue dans la filière des éco-organismes, Grégory Antoine, vous représentez Valobat. On l'a un peu dit tout à l'heure, n'hésitez pas à compléter parce que tous les deux, votre parole est complémentaire. C'est pour la ZAPET, je crois, voilà, et les slides à nous montrer. Vos paroles sont complémentaires. On a un peu parlé de la contractualisation, je crois que c'est de ça dont vous vouliez nous parler, notamment avec les collectivités, et nous dire peut-être un mot sur Valobat, évidemment. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Puis oui, on reviendra. Enfin, je vais d'abord faire la présentation, puis on reviendra sur quelques éléments qui ont été abordés tout à l'heure. Donc, moi, je travaille chez Valobat, donc il y a un des 4 éco-organismes de la filière. Donc, il y a une spécificité qui est le seul à être agréé sur les 2 catégories qui vous ont été présentées, la partie inerte et non inerte. Donc effectivement, l'objet de la présentation, c'est de parler du service public de gestion des déchets, pour lequel le contrat type qui devra proposer les mêmes modalités, que ce soit en termes d'organisation ou de soutien financier, sera le même
quel que soit l'éco-organisme avec lequel une collectivité pourrait contractualiser. Parce qu'on a parlé d'autres typologies de points de reprise jusqu'à présent, les négoces, des déchetteries professionnelles, avec lesquelles les modalités de contractualisation sont déjà ouvertes. Comme vous l'a dit Benoît Planchard au nom de l'OCAB, il y a plus d'1 millier de points qui sont déjà actifs au national. Les déchetteries publiques devraient pouvoir rentrer dans la danse prochainement. Alors, quelques petites définitions, mais qui ont déjà été un peu abordées. La collecte séparée des PMCB, donc les produits matériaux de construction du bâtiment, c'est le fait de trier à la source, parce que la filière ne prendra jamais en charge une benne tout venant, une benne DIB. Je veux dire, la clé, de toute façon, dans le temps, pour pouvoir profiter de la reprise sans frais, sera de toute façon le tri à la source. La collecte conjointe, donc on l'a abordé rapidement, mais du coup on va procéder par la mécanique de la redite. La collecte conjointe, c'est ce qui permettra donc à partir de 2024, pour des sites notamment, je pense surtout aux négoces de matériaux, qui ont cette obligation de reprise à partir du moment où la surface de vente est supérieure à 4000 m², mais on a quand même des espaces relativement contraints chez certains, de pouvoir mettre dans la même benne le flux bois, le flux métal et le flux plastique, parce que quelque part, industriellement, c'est des choses que les opérateurs du déchet savent très bien séparer mécaniquement sans qu'un des matériaux altère les autres, on va dire ça comme ça, ce qui permettra de gagner un peu de place. La collecte en mélange, Benoît vous l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de collecter ensemble les flux issus d'une filière à responsabilité élargie du producteur différente, typiquement du meuble avec du jouet et des produits de construction. Et puis enfin le résiduel, ça c'est ce qui devra être adressé à partir de 2025. C'est les autres flux que ceux issus du décret 7 flux que Benoît vous a très bien listé, auquel il faut rajouter le carton, mais qui est un emballage industriel et commercial pour lequel on devrait avoir une filière, je parle sous le contrôle de l'État, une filière au 1er janvier 2025. Donc ce qui sera aussi une bonne nouvelle pour certains acteurs. Je pense notamment, vous dites que vous payez déjà et qu'il n'y a pas le service en place. Alors effectivement, quand je fais de la construction neuve, je vais payer beaucoup d'éco-contributions et puis globalement, je vais surtout générer du déchet d'emballage qui n'est pas pris en charge par la filière. Par contre, à date, aujourd'hui, quand je fais de la déconstruction, je ne paye aucune éco-contribution. Ceci étant, la filière aura quand même à charge les déchets. Donc à un moment, il y a quand même une décorrélation qui est vraiment importante entre le fait de payer de l'éco-contribution et le fait qu'en aval, les éco-organismes devront gérer les déchets. Alors, pour le contrat collectivité, donc ce qui se profile, le contrat type n'est à date malheureusement pas disponible, pas diffusable. Ceci étant, sur tous les flux obligatoires issus du décret 7 flux, alors dès 2023, c'est-à-dire que dès que le contrat sera disponible, que les collectivités pourront s'engager dans le process de contractualisation. Alors un certain nombre de flux vont rester en modalité financière, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui va continuer à gérer via ses marchés, ses appels d'offres ou ses moyens propres en régie, la fin de vie des inertes, parce que notamment les 4 éco-organismes de la filière, mais l'OCAB également et les autres parties prenantes dans la CIFREP, tout le monde a bien conscience que les déchetteries du service public ont absorbé, notamment depuis 2013, un certain nombre de nouvelles filières qui ont eu pour conséquence de bouleverser un peu l'organisation en place et de consommer de l'espace quand il n'y en avait déjà plus beaucoup. L'arrivée d'une benne meuble, c'était pas anodin. L'arrivée de la filière DDS ménager a conduit quand même une bonne partie des collectivités à mettre une deuxième armoire. Donc, pour ces flux-là, les flux inertes notamment, parce qu'on retrouvera des terres, des déblais, des choses comme ça qui sont inévitablement apportées par le particulier sur une déchetterie publique, mais qui ne font pas partie du périmètre de la filière. Les métaux, donc, qui est un flux qui s'auto-organise, on va dire très très bien à l'échelle locale, et puis les fameux DDS, les déchets diffus spécifiques issus de PMCB, qui représentent très très peu en termes de quantité, alors que l'immense majorité, c'est le flux ménager qui est géré déjà par la filière REP portée par EcoDDS. Donc ces flux-là, de toute façon, resteront en modalité financière, c'est-à-dire que ce sera des soutiens pour le fait d'avoir une benne à quai et puis des soutiens correspondant au tonnage qui seront évacués par les collectivités. Donc dès 2023, les éco-organismes pourront proposer donc, en opérationnel donc, le flux plâtre, et on a de la chance sur une bonne partie du territoire national, ce sera une consigne de tri plâtre complexe, c'est-à-dire que la plaque de plâtre sur laquelle il y a un isolant qui est solidaire,
qu'il soit en polystyrène expansé, en laine de verre, en laine de roche, s'il y a un peu de carrelage collé dessus, ainsi de suite, ce sera accepté. Et puis bien entendu les menuiseries vitrées, puisque comme ça vous l'a été présenté dès le début, il y a un certain nombre d'objectifs en taux de collecte des matières issues des déchets de bâtiments. Ou malheureusement, j'ai envie de dire, à ce stade, la collecte séparée du plâtre, la collecte séparée des menuiseries vitrées au national, ça reste quelque chose d'assez confidentiel quand même. Donc il y a des objectifs de taux de collecte et à l'intérieur de ces taux de collecte, de taux de valo et de recyclage qui sont très ambitieux. Donc toujours à partir de 2023 ou alors dans le cadre de la collecte en mélange et plus tard collecte conjointe, donc soit en financier, soit en opérationnel pour les flux bois ou plastique, puisqu'on est dans le cas de la région Grand Est, on a un certain nombre d'industriels du bois qui sont déjà présents historiquement, des papetiers qui consomment du bois énergie, des fabricants de panneaux comme Egger à Rambervillers qui a une ligne de recyclage de bois. Donc pour ces deux flux-là, ce sera au choix de la collectivité, selon ses contraintes aussi, l'éventuelle durée d'un marché collecte et traitement qui a déjà été passé avec un opérateur. Si vous êtes engagé jusque, je ne sais pas, fin 2024, sur la fin de l'année 2023 et 2024, la collectivité pourrait rester en financier et demander à passer en opérationnel à partir du moment où son marché serait échu. Donc la collecte conjointe, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, des flux bois, métaux, plastiques, ça c'est quelque chose qui pourra fonctionner de manière opérationnelle à partir de 2024. Et puis, les flux optionnels que les éco-organismes ont souhaité mettre, en tout cas pour un certain nombre, mettre en place dès le démarrage opérationnel. Donc les laines de verre et les laines de roche, on pourra vous proposer des contenants et des moyens de collecte à partir de 2023. Alors, chacun de ces flux étant séparé, c'est pas du tout les mêmes types de produits et les mêmes process de traitement derrière. Et puis enfin, le flux PMCB résiduel, donc pour lequel il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver à une solution qui vous sera présentable, mais pour lequel on devra intervenir à partir de 2025. Vous avez parlé des collectivités. Leurs Oui. déchetteries publiques, Oui. on l'a dit, vous l'avez un petit peu soulevé, ne sont pas extensibles. Donc ça Non. pose un problème, une difficulté pour elles de cloisonner comme ça, d'accueillir et de spécifier encore un peu plus la collecte. C'est un enjeu pour Oui. elles aussi. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que cette notion notamment de collecte en mélange est introduite dans le cadre de cette réflexion qui est menée par les différents éco-organismes, parce que il n'est pas raisonnable d'imaginer devoir rajouter encore une benne bois. C'est-à-dire que historiquement, un certain nombre de collectivités géraient le bois, mais effectivement, dans cette benne bois, on retrouvait du bois d'emballage, des palettes par exemple, on retrouvait du bois meuble, des armoires, des étagères, des choses comme ça, du jouet en bois, ainsi de suite, puis forcément du bois de construction. Avec l'arrivée de la filière écomobilier, on est sorti d'une approche par flux et on est passé vers une approche financière, quelque part, puisque le flux DEA, déchets d'éléments d'ameublement, s'est retrouvé en mélange dans une seule benne, avec dedans, effectivement, des plastiques, des métaux, du bois et autres. Alors que là, quelque part, à la faveur de l'arrivée de cette filière, pour un certain nombre de flux, et parce que c'est un des mots qui a été utilisé déjà aujourd'hui, par pragmatisme, il apparaît peut-être pertinent de revenir vers une consigne par flux sur un certain nombre de sites, plutôt que de devoir multiplier des contenants dans des espaces déjà très contraints que sont les déchetteries publiques. Je parle en connaissance de cause, puisqu'avant de rejoindre Valobat, pendant plus de 10 ans, j'ai géré les filières sur le département des Vosges voisins. Donc je connais assez bien aussi cette problématique qui a été partagée de toute façon de manière très consensuelle par tout le monde. Donc dans la mesure du possible, de toute façon, s'il est possible de mutualiser des flux pour éviter de devoir consommer de l'espace, ce sera fait. Et de toute façon, le contrat type s'adaptera aux contraintes des différents territoires. C'est-à-dire qu'à un moment, si une collectivité ne peut pas prendre le plâtre, ne peut pas prendre la menuiserie vitrée, malheureusement, on ne pourra pas mettre en place la collecte sur ce site. Il faudra aller chercher un autre point. Vous aviez un autre visuel à nous montrer. Oui. Alors, sur l'architecture des soutiens financiers pour les collectivités, donc il y a deux grandes familles de soutiens, et ça c'est un modèle qui est commun de toute façon à tous les éco-organismes. On a des soutiens opérationnels et puis des soutiens forfaitaires. Donc globalement, les soutiens opérationnels, c'est des soutiens qui ont vocation à couvrir les charges d'exploitation qui se traduisent par le fait qu'à chaque fois qu'une benne de bois va être vidée, collectée sur la déchetterie, on va peser cette benne de bois et ça va donner lieu à un soutien en euros la tonne, alors avec une valeur qui malheureusement n'est pas connue à date.
Si Benoît Planchard veut donner plus d'éléments, je veux bien qu'il prenne la main là-dessus après. Mais malheureusement, le contrat n'est pas public, donc on peut pas le dévoiler à ce stade. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, et c'est quel que soit le type de point d'apport volontaire dont on va parler, que ce soit le négoce, la déchetterie pro ou la déchetterie publique, toutes les charges de collecte, la fourniture des contenants, la location, le transport, la massification, la préparation des matières pour ensuite les envoyer vers des filières, c'est complètement financé par l'éco-contribution. Et puis enfin, des soutiens forfaitaires, donc en fonction du nombre de flux réceptionnés, est-ce que c'est collecté en big bag, donc du coup ça ne prend pas beaucoup de place, puis si c'est une BNAK, forcément le montant du forfait sera plus élevé. Un soutien aux bordereaux de dépôt, puisqu'il y a une obligation de traçabilité pour les apports qui seraient faits de la part des professionnels, et donc pour laquelle notamment Valobat a développé une application qui est disponible depuis maintenant sur le Google Play Store, je pense que ça s'appelle comme ça, moi je connais plus l'App Store. Apple Store, Apple Store, Google voilà. Store, Donc c'est une appli qui est disponible et qui permet effectivement au professionnel de préparer son dépôt pour le moment où il ira sur un point de reprise, puisqu'il le lui sera demandé. Et après, toute la gestion de la traçabilité est automatisée et informatisée. Des soutiens à la communication. Et puis, bien entendu, et ça c'est quelque chose qu'on a évoqué, un soutien à la zone réemploi, donc qui est une des premières obligations concernant le réemploi pour les éco-organismes, qui est de financer les espaces réemploi sur les points de reprise. Et en parallèle, ensuite, de déployer, de déposer un plan d'action réemploi. Et là, la sortie est imminente. Donc les montants et modalités d'obtention des soutiens seront très très prochainement connus. Je crois que je vais passer là-dessus, puisque quelque part, c'est des choses qu'on a déjà un peu toutes dites. De toute façon, on ne va pas reparler des différentes catégories, des modalités de collecte. Voilà. Alors rapidement sur le process de signature pour les collectivités, donc ça va s'articuler en un certain nombre d'étapes. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout passera sur Territeo, qui est la plateforme administrative de gestion des contrats avec les différents éco-organismes, qui regroupent une bonne partie déjà des éco-organismes. Donc votre demande de contractualisation se fera via Territeo, qui saisira l'organisme coordonnateur. Et puis après, effectivement, il y a tout un nombre d'étapes à passer. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il faut que votre périmètre dans Territeo, alors si vous avez une seule déchetterie, c'est assez facile, mais si vous en avez 40, ça demande de prendre un peu son élan. Il faudra quand même vérifier que le périmètre qui est renseigné dans l'outil Territeo, il est à jour, adresse, horaire d'ouverture, type de flux déjà accepté, ainsi de suite. Ça a quand même son importance, puisque c'est ce qui nous permettra de travailler avec vous sur la configuration de votre territoire, à partir de quand telle déchetterie devient opérationnelle, financière, sur tel flux, ainsi de suite. Quelque part, la configuration se fera à la carte et elle pourra évoluer dans le temps. Donc, vraisemblablement, si le contrat type venait à sortir, on va dire d'ici la fin de mois. Il acquiesce, apparemment. Il a fait un signe, mi-oui, mi-peut-être. Ou alors soit fin de mois, soit les premiers jours de juillet. Non, mais c'est vrai que ce serait vraiment important que ça puisse sortir maintenant et que les collectivités puissent se positionner. Mais globalement, avec ce processus d'adhésion, on espère que les premières déchetteries publiques pourraient apparaître dans la cartographie des points de reprise à partir du début du 4e trimestre, qui serait quand même une bonne chose. Notamment parce que ça leur permettra de mobiliser les soutiens financiers et d'alléger d'autant les besoins en financement du service public de gestion des déchets. Alors en conclusion, très très rapidement, mais quelque part on l'avait un peu évoqué, mais ceci étant, ça a quand même son importance. Alors ce schéma, c'est le même pour tous les éco-organismes, de toute façon. C'est une obligation d'adresser la ligne du dessus, qui sont les différents canaux de reprise. On a la partie à droite, les gros chantiers, donc c'est ceux qui vont générer plus de 50 mètres cubes de déchets. Donc pour ceux-ci, de toute façon, il y aura des modalités spécifiques, déclaration préalable du chantier, choix d'un gestionnaire de déchets et autres. Et tout ce qui est, on va dire, sur la partie centrale et à gauche, on est dans les points d'apport volontaire, points de reprise, qui vont concerner, on va dire, le gisement diffus, qui va représenter des petits apports issus de chantiers qui vont générer moins de 50 mètres cubes. Voilà. Ça, c'est quand même important d'avoir à l'esprit cette séparation. Ce n'est pas anodin. Et sur les gros chantiers, une toute petite erreur que j'ai entendue tout à l'heure, c'est que pour l'heure, le traitement sera pris en charge et effectivement, les mécanismes de réfaction. Alors, il y aura le mécanisme de réfaction sur les inertes, on l'a vu, 50% cette année, puis 20% à charge l'année prochaine et on espère 0 en 2025. Sur la partie collecte, depuis le chantier jusque chez le gestionnaire de déchets, la prise en charge
n'existe pas en 2023, ce sera 50% à partir de 2024, puis 80% à partir de 2026. Voilà. Merci beaucoup. Et puis pour le reste, je vais passer. Dites un mot sur Valobat. Oui, non, mais voilà. Après, c'est important quand même. Votre maillage à vous. Oui, Valobat donc a été créé il y a presque 2 ans maintenant, les statuts de la structure. Donc c'est une création comme Ecominero. Les 2 éco-organismes issus de la filière meuble, Valdelia et Ecomobilier, qui s'est renommé en Ecomaison, existaient depuis une dizaine d'années déjà maintenant. Donc on est vraiment sur 2 créations et avec une spécificité chez Valobat, c'est que il y a beaucoup d'industriels qui sont des prescripteurs, qui sont quand même un certain nombre de poids lourds dans la fabrication de matériaux de construction et qui étaient déjà quand même pour un certain nombre bien engagés dans l'économie circulaire, dans le fait de récupérer de la chute de chantier, voire même de la dépose, de manière à préparer la matière, la réintégrer dans leur process de fabrication. Typiquement, Isover le faisait, Placoplâtre avait aussi une filière, Tarkett aussi. Donc un certain nombre d'acteurs étaient déjà engagés là-dedans et ont décidé effectivement de prendre un peu la main sur le fonctionnement de la filière, de se regrouper pour le faire. Et puis un certain nombre de fédérations sont également adhérentes parce que autant, si je cumule Isover et Rockwool, j'ai quasiment tout le marché de la laine minérale, mais il y a des métiers qui sont très très spécifiques, type la menuiserie vitrée. Donc dans le cas de la menuiserie vitrée, on a notamment l'UFME qui est adhérente, qui est une fédération des acteurs de la menuiserie, et pas que. Et ce qui nous permet effectivement d'adresser, d'avoir un interlocuteur pour aussi échanger, construire le barème, les modalités opérationnelles avec un secteur d'activité qui représente à peu près, c'est 5000 acteurs à peu près de la menuiserie en France, de la menuiserie vitrée environ. Donc il ne serait pas possible que les 5000 soient actionnaires. Donc voilà. Un certain nombre de réseaux de distribution sont aussi effectivement actionnaires de Valobat. Donc forcément, il y a des Saint-Gobain Distribution, les réseaux Gédimat, Tout Faire, ainsi de suite, y participent et sont relativement moteurs. Alors on ne l'a pas trop dit, mais dans la construction des points de reprise à l'heure actuelle, la difficulté effectivement c'est plus de construire des points de reprise sur les négoces, parce qu'il s'agit à chaque fois de créer une déchetterie quelque part, avec toutes les contraintes réglementaires que ça peut imposer. Donc c'est plus difficile de le faire et on a beaucoup de réseaux indépendants avec lesquels on travaille. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à ce stade, ils le font tous sur la base du volontariat. Voilà. Puis je vais m'arrêter là, je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Grégory Antoine pour tous ces éléments. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du réemploi, même si tout à l'heure, si vous souhaitez les uns et les autres réagir à ce qui a été dit, on prendra un temps. Mais je voudrais qu'on donne la parole à Fanny Angial et merci beaucoup de votre patience et d'être avec nous. Pour la question du réemploi qu'on a un peu évoquée, mais qu'on va prendre le temps d'évoquer avec vous, vous êtes chargé de mission économie filière bâtiment habitat à l'Eurométropole. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le sens du réemploi à l'EMS ? Oui, bonjour et merci. Donc, effectivement, l'Eurométropole de Strasbourg s'est dotée d'une feuille de route économie circulaire. Et donc, le développement de réemploi, recyclage des matériaux du BTP, du secteur BTP, en font partie, en fait. Et donc, qui dit développement de la filière, dit plateforme de réemploi et de recyclage des matériaux du BTP. Donc, en fait, avant l'été dernier, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, avec comme objectif du coup de recenser tous les projets de plateforme qui du coup se positionnent sur le traitement des matériaux du BTP, donc que ce soit réemploi ou recyclage. Et voilà, donc plateforme à la fois physique et numérique. Voilà. Ok, donc en fait vous avez lancé ça par rapport à quel constat ? Il y avait un manque, il y avait un flou comme on a pu le ressentir dans certains échanges aussi ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous, on co-anime un groupe de travail avec des acteurs engagés pour développer l'économie circulaire du BTP. Et donc, en fait, le constat de finalement, on ne sait pas, en fait, où sont, du coup, ces plateformes, surtout physiques, en fait, et s'il existe des plateformes, notamment pour le réemploi, parce que, du coup, il y a déjà des plateformes pour le recyclage des matériaux, notamment les débits terreux, tout ce qui est matériaux granuleux. Mais donc, pour le réemploi, c'était vraiment on demande des acteurs de connaître en fait les initiatives privées. Ce qui existait. Et alors, quelles observations vous avez pu tirer de
cet AMI, appel à manifestation. Oui, de cet AMI, effectivement. Donc, on a reçu 14 réponses, donc c'est déjà super. Donc, je précise que les 14 ne sont pas toutes des projets vraiment de plateforme. Mais en fait, nos observations, c'était surtout que il y a un équilibre entre les projets de plateforme qui développent du coup le recyclage des matériaux et ceux qui développent du coup le réemploi des matériaux, notamment de seconde œuvre. Donc, nous avons notamment 4 projets de plateforme vraiment pour le traitement des matériaux seconde œuvre. Et nous avons également un projet pour une plateforme numérique et aussi un projet qui se positionne surtout comme un opérateur, comme une sorte d'incubateur en fait pour des plateformes de réemploi. Et on a aussi remarqué que en fait les plateformes qui recyclent en fait les matériaux type déblatéreux, matériaux granuleux étaient vraiment plutôt bien développées sur le territoire. Et par contre, du coup, pour tout ce qui concerne le réemploi des matériaux seconde œuvre, c'est vraiment en pleine émergence. Donc aujourd'hui, pas vraiment de plateforme qui soit opérationnelle sur ce sujet. Donc on entend bien du coup développer, du coup les accompagner pour qu'ils puissent développer. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour répondre à ces freins, à ces limites ? Oui, du coup, par rapport aux freins, il y avait donc plusieurs freins pour surtout du coup les porteurs de projets qui souhaitent développer une plateforme de réemploi, notamment du coup, un peu comme pour tout le monde finalement, la prescription côté maître d'ouvrage et aussi maître d'œuvre. Donc c'est vraiment un point que tout le monde a évoqué en premier lieu. Ensuite, bien évidemment, la visibilité sur les gisements. Donc aujourd'hui, la question c'est surtout sur quel flux ils vont se positionner. Parce que du coup, si on a plusieurs plateformes, il faut bien que... notre objectif, c'est aussi que les plateformes soient du coup viables, pérennes. Et ensuite, évidemment, il y avait des freins type financiers ou bien la recherche du foncier. Du coup, sur l'Eurométropole, c'est vraiment une question avec un grand point d'attention. Et bien sûr, ils demandent également qu'on les mette en lien. Donc, tous les acteurs qui finalement... soit développer l'économie circulaire du BTP. Donc c'est aussi un peu notre rôle en tant que collectivité, de créer les conditions pour qu'ils puissent vraiment se rencontrer, échanger et développer le projet. Parce que du coup, c'est un peu le message qui est passé tout à l'heure aussi, c'est que finalement, si on veut développer l'économie circulaire, il faut que ça soit forcément une démarche collective. On ne peut pas le faire chaque acteur dans son coin. Bien sûr. C'est le principe. Et donc, j'ai anticipé un petit peu, mais vous, à l'Eurométropole, avec ma question, mais comment vous répondez à ces freins-là ? Vous mettez en place des événements, vous m'avez dit ? Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, du coup, on s'est fait accompagner par un AMO, par le Booster de réemploi, déjà pour analyser les projets. Et ensuite, du coup, deuxième étape, c'est accompagner en fait tous les porteurs, où du coup, on ressent le besoin de les accompagner. Parce que du coup, nous, on a cet objectif finalement d'avoir une offre de service cohérente de toutes ces plateformes à l'échelle du territoire. Et donc, la prochaine étape, c'est ça. C'est la mise en cohérence finalement de l'offre de service. Et donc, pour ça aussi, on va bientôt désigner notre AMO. Et ensuite, du coup, si je peux déjà annoncer, du coup, rendez-vous à Strasbourg. C'est ça. Du coup, le 19 septembre après-midi. Pour du coup la suite de l'événement où on aimerait bien du coup démontrer tout ce que les acteurs ont pu faire depuis le mois de février, où on a déjà organisé un temps d'échange finalement avec tous les porteurs de projets. Et donc on aimerait bien démontrer l'évolution de ces projets à l'occasion de cet événement, donc 19 septembre après-midi. 19 septembre, où ? On n'a pas encore défini. Ah, voilà. Moi, je pose toujours les questions qu'il ne faut pas poser. Merci beaucoup, Fanny Angial. Juste avant qu'on prenne les questions du public, promis, on prendra le temps. Nathalie Bello, la question du réemploi, c'est la suite logique de tout ce que nous avons évoqué, mais qu'est-ce qui est préconisé, qu'est-ce qui est planifié pour cette question ? C'est un petit peu ce que j'avais vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, pour revenir... dans cette logique, c'est que là, on est vraiment vous voyez, dans tout ce qui a été mis sur l'évitement du déchet. On a une hiérarchie du déchet. C'est qu'avant que ça devienne un déchet, il y a effectivement le réemploi. Le réemploi, c'est pour
c'est pour permettre que les matériaux de déconstruction, si on suit des protocoles de déconstruction rigoureux, si on a affaire à des matériaux qui ont été éco-conçus, effectivement, par exemple, on parlait tout à l'heure de matériaux où on était du plâtre collé, voilà. Bon, peut-être que si ces produits vont être chers à recycler et ne sont pas réemployables, il y aura une éco-contribution supérieure sur ce type de produit, donc on va choisir d'autres matériaux. Voilà. Donc, c'est la logique. Donc en fait, dans la logique, c'est éviter le déchet. Donc en fait, on est vraiment sur changer des logiques. Alors ça fait un peu de mal toujours de changer des habitudes. On sait que c'est pour ça aussi qu'il y a une progressivité, mais qu'il y a aussi un calendrier pour challenger parce que voilà, c'est un petit peu l'équilibre. Et donc le réemploi, avant que ça devienne un déchet, donc le déchet, ça doit être l'ultime recours. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc réemploi. Mais justement, dans le réemploi, et vous l'avez très bien dit, il y a des échéances à venir qui sont très fortes. Et voilà. Et ce que je voulais dire quand même, c'est qu'avant le réemploi, et on en parlait tout à l'heure, c'est sur... il y a des mesures aussi qui sont justement pour limiter les déchets au moment de où on se posera la question de la déconstruction d'un bâtiment. Il faudra aussi démontrer qu'il n'y a pas eu d'autre alternative à un moment donné sur le fait qu'il ne pouvait pas être transformé. Donc c'est vrai que voilà, ça peut générer aussi des nouvelles études, ça peut être vécu comme une contrainte, mais il faut vraiment le voir comme on est toujours dans la logique de l'évitement du déchet. On développe le réemploi, il y a un vrai gros enjeu. Et voilà, et on est sur le traitement du déchet ultime qu'on a parlé. Mais c'est vrai que réemploi et l'évitement du déchet sont les enjeux majeurs à relever dans les années à venir pour baisser les déchets et éviter l'encombrement aussi. Oui, ça résout aussi des problèmes de l'autre côté. Grégory Antoine, sur cette question. Oui, je voulais juste apporter un tout petit complément, puisque c'est des choses que j'ai déjà, sur lesquelles on a pas mal échangé avec la Fédération des entreprises d'insertion et autres. Il y a un vrai potentiel de développement, d'emploi dans les activités de curage, et avec deux niveaux. Parce que si à un moment déjà, alors il y a le niveau curatif, effectivement, je fais du curage pour accéder à la reprise sans frais et donc faire l'économie des coûts de traitement, ce qui est quand même pas anodin. D'autant que à partir de l'année prochaine, comme on l'a dit, en plus, il y a même une partie de prise en charge du transport. Donc ça diminue d'autant les coûts pour celui qui va porter la facture finale des travaux. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, curatif. Je fais du curage pour séparer, pour sortir le plâtre, puis le bois, puis les laines minérales, ainsi de suite. Et puis, effectivement, il y a tout ce travail de curage préservant. Et pour notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a un vrai potentiel de développement d'activités pour eux. Et pour les entreprises, il y a aussi peut-être des synergies, des habitudes de travail peut-être à créer dans le temps, et avec une pertinence économique qui sera plus facile à atteindre à la faveur de la suppression de la ligne de traitement pour tous ces flux, que ce soit effectivement curatif, profiter de la reprise sans frais, ou alors aux fins de réemploi pour lesquelles, inévitablement, les éco-organismes vont aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Oui, je confirme complètement ce que vient d'être dit. Vous êtes sur la même longueur, donc très bien. Monsieur Wiedemann, et après on prend des questions du public. C'est ce que je disais à un moment donné, on fait déjà des sacrés efforts dans les curages ou dans le réemploi de certains matériaux. Personnellement, j'ai fait des demandes également à certains fabricants depuis quelques années. Par exemple, fabricants de tuiles, de revaloriser leurs déchets. Ça fait 5 ans que je pose la question, quoi. Donc, mais tout à fait, et on ne dit pas qu'il ne se passait rien, mais c'est que, et justement, l'idée aussi, c'est de s'appuyer sur ce type d'exemple en disant, on a déjà fait, on sait faire, et on montre que c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que nous, on repère ce type d'expérience, et on est sur l'exemple positif. Et effectivement, il faut s'appuyer là-dessus. Partager les expériences, voilà. Tout à fait. Et l'avantage aussi de cette mise en œuvre de cette REP, et on l'a bien vu, ça permet de faire dialoguer les collectivités, ceux qui émettent les déchets, les producteurs. Et donc, c'est aussi collectivement qu'on trouve les solutions.
Ça crée ce dialogue-là qui peut-être existait moins. Est-ce que dans le public, certains souhaitent réagir à des éléments qui ont été dits ou poser des questions à nos intervenants, même s'ils ont été, je suis d'accord, très, très complets? Une question. Oui, monsieur. Merci à vous. Bonjour Ludovic Hans, donc je suis exploitant de plateforme dans le secteur et représentant du CEDRE, donc démolisseurs et recycleurs. On est affilié à la FEVB. J'avais juste une question vis-à-vis des déchetteries publiques. La mise en place et le déploiement de la REP ne va pas changer la potentielle acceptation des déchetteries publiques vis-à-vis des artisans? Parce que un des sujets aussi vis-à-vis du maillage des déchetteries professionnelles qui n'existent pas localement, hors OMS, c'est aussi que jusqu'à présent, les artisans étaient accueillis, pas les bras ouverts, mais pas loin, dans les déchetteries publiques. Donc en tant qu'opérateur, il y en avait très peu. Mais du coup, ma question c'est, pour être précis, est-ce que la mise en place de la REP va changer ou pas l'acceptation potentielle des artisans dans les déchetteries publiques? C'est un enjeu, l'acceptation et l'accès des professionnels. Allez-y, alors, j'ai pas de boule de Grégory Antoine. cristal, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il en sera effectivement. Alors, pour la petite histoire, il faut rappeler quand même, point de départ de l'action, c'est que les déchetteries publiques sont financées par la taxe ou la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères, payée par les ménages, et collectée par la collectivité qui a la compétence collecte. Si elle a délégué le traitement, enfin après ça c'est encore un autre problème. Donc à la base, la déchetterie publique, elle est financée avec l'argent des ménages, elle est dimensionnée pour les besoins des ménages. Et effectivement, à la faveur d'une décision politique locale, un certain nombre d'élus ont fait le choix d'ouvrir des déchetteries publiques aux professionnels. Ce qui n'est pas une obligation, ce qui est un service qui est rendu en plus. Après se pose la question de est-ce que le professionnel contribue financièrement à due proportion des déchets qu'il va générer. Moi, je ne peux pas vous répondre. Ça restera le fruit d'une décision politique locale à chaque fois. Donc peut-être qu'effectivement, certaines déchetteries publiques qui étaient ouvertes aux professionnels fermeront. Peut-être que d'autres ouvriront. Malheureusement, ça reste dans les mains des élus. Mais du coup, dans le contrat type que vous émettez à l'attention des déchetteries publiques, il n'y a pas cette notion. Il n'y a pas d'obligation. L'apporteur non. et On ne peut pas imposer aux collectivités. Enfin, je pense que là, c'est même un gros problème de droit en fait. On ne peut pas, au travers de ce contrat collectivité, quand bien même il serait porté de manière conjointe à l'échelle de l'OCAB, imposer aux collectivités d'accepter une typologie d'acteurs pour lesquels ils ne sont pas compétents. C'est vraiment, enfin, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je pense que c'est bien ça. C'est un problème de droit. C'est un problème de droit et de périmètre du service public de gestion des déchets. À un moment, c'est le Code général des collectivités territoriales qui définit tout ça. Donc, ça reste de toute façon à la faveur d'une décision politique locale. Rapidement, moi, je fais un petit aparté sur le cas du département des Vosges. Vous avez 38 déchetteries publiques. À date, il y en a 22 qui acceptent les pros avec une carte à puce prépayée. Le tarif est unique partout, donc voilà, modalité qui existe depuis près de 20 ans maintenant. Je ne sais pas dire, même si je viens de ce territoire, quelle sera la décision locale de chacune des collectivités qui adhèrent au syndicat départemental, de dire, moi, puisqu'il y a une déchetterie pro là, et puis un négoce là, machin, moi je ferme le service ou pas. Je suis incapable de le dire. Donc on ne peut pas non plus donner de tendance. Et en plus, j'imagine que si c'est lié à la collectivité, c'est aussi politique et ça peut varier au gré des couleurs et des mandatures. C'est de savoir aussi qui paye. Parce qu'effectivement, la collectivité, c'est les ménages. Et l'éco-contribution, c'est les producteurs, c'est les professionnels. Donc, est-ce que la collectivité... voilà. Après, c'est une question d'arrangement et tout est contractualisé parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui payent. Localement, je vous invite à interpeller les élus en charge de ce service. C'est soit une communauté de communes, une communauté d'agglo, l'Eurométropole de Lille. Chacun à votre niveau, interpellez vos élus pour leur demander si, dans le cas où effectivement ils seraient déjà dans ce mécanisme d'acceptation, est-ce qu'ils comptent continuer, oui, non, et leur faire part de vos besoins et vos attentes. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, la Fédération du bâtiment, je crois. Oui, bonjour. Donc Daniel Colanec de la Fédération du bâtiment. Une simple petite remarque pour Grégory. Dans les présentations, dès 2023, souvent ça a été marqué, on est quand même fin juin 2023. Donc on peut plutôt penser sur les contrats uniques et la mise en place dès 2024 de manière opérationnelle pour qu'on arrive
à un certain niveau. Ça, c'était simplement une petite remarque de langage. Deux questions, mais qui concernent Benoît aussi et Grégory. C'est sur les barèmes. On a souvent des demandes, effectivement. Jean-Luc ou les professionnels chiffrent actuellement ou vont chiffrer début 2024 pour des chantiers qui vont se réaliser dans... Deuxième semestre 2024, Oui. par exemple. Donc, de savoir comment on peut, le professionnel, quand il est en train de faire ses études, avoir un peu de visibilité sur les barèmes à plus ou moins long terme. Et puis, la deuxième question aussi sur l'accès aux points de collecte. Vous commencez à parler effectivement de solutions numériques plus ou moins avérées pour avertir, informer d'un professionnel qui va arriver avec son volume, ses matériaux. Est-ce qu'il y a une réflexion d'harmonisation aussi de ces pratiques ou est-ce que ça va être différent des éco-organismes, des points de collecte, ce qui fait qu'un professionnel va se retrouver avec 3 ou 4 applications différentes pour pouvoir apporter un déchet identique à un lieu différent? Peut-être dans un premier temps sur les barèmes, si Benoît Blanchard veut prendre la parole. Sur les barèmes, alors là, ce n'est pas l'OCAP qui prend la parole, c'est chaque éco-organisme. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on y travaille et que je pense que les barèmes seront disponibles à la rentrée, au courant septembre, pour 2024, concernant Ecominero. Et concernant les modalités de les traçabilités d'accès, déjà il y a le site de l'OCAP déjà qui permet quand même d'avoir une manière très très opérationnelle où sont les sites, s'ils sont ouverts au public, quel flux de matériaux, il y a ça. Après concernant les modalités de tri, effectivement il y a l'OCAP qui va sortir très prochainement en ligne le type de tri, quel tri va être accordé. Ça va être opérationnel j'espère courant juillet, mais ça je ne peux pas le garantir. Voilà. Est-ce que Grégory Antoine veut compléter ou pas sur ces deux questions? Sur la partie barème, de la même manière que chez Ecominero, on y travaille, effectivement, en comité de secteur. Alors c'est vrai que c'est une spécificité, on ne l'a pas dit, mais idéalement, tous les acteurs du bois se regroupent au sein d'un comité de secteur chez Valobat. Et à un moment, ce qui va déterminer le montant de l'éco-contribution, c'est le niveau de charge qu'on va avoir à couvrir en face. Un éco-organisme est une société à but non lucratif. La seule recette, c'est l'éco-contribution. Et avec cette éco-contribution, on doit couvrir les charges. Donc en fait, on va déterminer le niveau de charge, qui va être le nombre de points de reprise qu'on pense être capable d'ouvrir à la fin de l'année 2024. Et avec ces mécanismes de progressivité, puisqu'on va devoir prendre en charge une partie du transport, 30% en plus sur le coût des inertes, et puis atteindre 50% du maillage au national, forcément, il va y avoir une légère évolution du barème des éco-contributions. On a besoin effectivement de visibilité sur le démarrage des premiers points de reprise pour essayer de conforter les hypothèses qu'on avait pu faire en termes de fréquentation, puis on va dire le panier moyen de l'apporteur, telle quantité et la répartition entre les différents flux. Donc c'est un sujet qui se passe en ce moment. Et globalement, oui, nous, l'objectif, c'est de pouvoir le sortir le plus tôt possible, courant septembre, mais le plus tôt possible dans septembre. Parce que les enjeux financiers sont tels que de toute façon, on ne peut pas sortir un barème, quelque part sorti du chapeau, avec de tels enjeux financiers. Voilà. On a des partenaires très, très compréhensifs quant à l'utilité de soutenir une structure comme Valobat. On a des banques qui nous soutiennent dans un premier temps, puisque pour répondre à une des premières questions, c'est oui, mais on paye une éco-contribution, mais il n'y a rien. Mais c'est le problème de l'œuf et de la poule, quoi. Je veux dire, à un moment, comment on peut faire pour mettre en place une filière qui soit opérationnelle partout sans argent, une filière d'une telle ampleur qui pèse à elle seule 10 fois plus que la filière la plus ancienne que Christophe connaît bien, qui est celle des emballages, qui pèse 5 millions de tonnes. Elle a 30 ans, elle est mature. Je veux dire, là, on parle de plus de 40 millions de tonnes, et un certain nombre de choses passent sous le radar. Donc, in fine, on verra bien quelle sera la quantité, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux différentes questions. Pardon ? À la question du financement, au démarrage de l'œuf et de la poule, il faut la poser la question à droite. Oui, après... Alors, on relaie cette question du financement de départ. Monsieur dit qu'il faut vous la poser à vous. Oui, non, mais c'est sûr que... moi, je vous fais une lecture. J'ai pas été dans les
dans le secret des choses, mais pour moi, la logique, c'est que quand les gens commencent à payer, ils veulent du résultat, donc ils se mettent au travail. Et parce qu'il faut aller vite. Et que du coup, si on laisse le temps et qu'on dit vous payerez quand ce sera mis en place, bon, on va prendre le temps. Hein, on ne va pas payer tout de suite. Et en plus, on payera que quand ce sera mis en place. Donc, je veux dire, c'est ça aussi, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on paye, là, on va aux réunions, on se met autour de la table et on veut que ce soit efficace parce qu'on sera pénalisé à la fin. C'est vraiment dans la logique de la responsabilité du producteur. Et voilà. Et puis, si je veux pas générer de déchets, peut-être que je vais changer un peu mes logiques. Et voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est censé générer le changement. Et là, je reviens à mon introduction. On change de cap. On change de cap et de philosophie. On le voit bien, le sujet suscite de nombreux débats et mobilise tous les acteurs de la filière. Alors, je dois mettre fin à cette conférence et je vous remercie. Mais je ne doute pas que les échanges se poursuivront sur les espaces. Il y a d'ailleurs un espace CEDEC qui vous est dédié à l'entrée du salon. Donc, n'hésitez pas à vous installer pour discuter. On espère que cette mise en place va se concrétiser au mieux dans les mois à venir et que cette REP pourra se déployer. Les enjeux sont évidemment majeurs. On l'a dit, mieux gérer les déchets du secteur du bâtiment et à plus long terme, encourager une construction plus écologique dans l'intérêt de tous. Merci à vous d'avoir accepté, enrichi le débat. Et on se retrouve dans une petite demi-heure pour la conférence plénière du Salon Cyclo. Elle portera sur la question de l'eau et de l'énergie. Et côté CEDEC, on se retrouve demain matin à 9h30 pour un échange sur la question du réemploi, figurez-vous. On y revient et nous tenterons de voir comment il peut favoriser aussi le développement d'économies sociales et solidaires. Vous voyez, vous l'avez dit, vous avez annoncé le programme de demain. On vous remercie et bon après-midi à tous. Merci. Merci à vous.